Aujourd'hui, je vous propose de faire la connaissance d'une des personnes qui se cachent derrière les mots du docteur. Nous lui devons les dialogues d'une partie conséquente de la VF de Doctor Who. Je vous présente François Dubuc. Bonjour François Dubuc. Bonjour Pauline. Eh bien, je suis enchantée de te recevoir ici, de te rencontrer. Et tu es l'adaptateur, enfin un des adaptateurs de Doctor Who. Un des adaptateurs, oui. Ça veut dire quoi? Ah, ça veut dire quoi? Je fais partie d'une équipe. On est plusieurs à travailler sur la série pour écrire la version française. On est 3. Donc il y a Olivier Lips, il y a Rodolphe Frette et moi-même. Un adaptateur, du coup, ça fait quoi? Les sous-titres? Ça fait la VF? Alors, un adaptateur, ça fait tout ça. Ça peut faire tout ça. L'adaptation audiovisuelle pour les films et les séries, ça regroupe plusieurs disciplines. Le doublage, le sous-titrage, ça peut être également le voice-over pour tout ce qui est documentaire et la localisation pour les jeux vidéo. Donc moi, ma spécialité, c'est le doublage. Donc je fais partie de l'équipe de doublage qui s'occupe de la VF. Il y a également des autoristes qui s'occupent du sous-titrage. Et on est parfois en contact pour discuter des choix à faire, ce genre de choses. D'accord, donc tu es en contact avec les gens des sous-titres? Ça arrive. Mais okay. On n'a pas toujours des plannings qui collent. Donc c'est parfois eux ou elles sont très, très pressés de leur côté, ou c'est nous. Et donc on essaye, mais c'est pas toujours évident. Il y a parfois des grosses différences entre les sous-titres et la VF, c'est normal. Mais c'est vrai que par exemple sur la saison 1, il y a un exemple qui nous avait beaucoup marqué, qui était la traduction de... Toi, tu avais choisi Croque-Mitaine, là où les sous-titres avaient choisi Croque-Morve. C'est quelque chose qu'on t'a imposé? C'est pas moi. J'ai pas écrit cet épisode. Pardon, je pensais que tu avais fait Space Babies. Non, j'ai pas fait Space Babies. Ah non, tu as fait Devil's Cord. Oui, j'ai fait Devil's Cord, tout à fait. Vrai. Non, Space Babies, ce sont mes collègues, Olivier et Rodolphe. Là, pour le coup, on est sur un cas classique de divergence d'adaptation, parce que même si le but est le même, les contraintes du doublage et du sous-titrage ne sont pas les mêmes. On est censé rendre le même sens, mais le doublage, on est sur la synchro labiale, et le sous-titrage, on est sur une obligation de concision. En sous-titre, on a ce qu'on appelle la vitesse de lecture. Il est admis que l'œil humain peut lire entre 12 et 15 caractères par seconde. On doit se conformer à ça, donc parfois, on a une sensation, comme je dis, de concision. Certains disent, c'est pas exactement ce qui est dit, il manque des choses, mais c'est parce que les autoristes de sous-titres sont obligés de se fixer à ça. Et puis parfois, c'est simplement une question de choix, en fait. La VO disparaît pas, en fait, en sous-titres. Nous, en doublage, c'est un petit peu pratique. Parfois, on peut aller un petit peu plus loin parce que la VO disparaît. Donc on peut plus s'adapter. Les autoristes de sous-titres sont coincés parce que la VO demeure, donc il faut rester quand même relativement proche. Ce qui, à mon avis, a joué dans leur choix de croque-morve pour avoir le terme bogey qui reste en VO. Et le croque-mitaine, c'était une autre explication, un autre choix fait par Olivier et Rodolphe et qui fonctionnait également. Simplement, ils ont attaqué le problème d'un angle différent chacun. Est-ce que tu as un souvenir d'une traduction où tu as dû te mettre d'accord avec les personnes des sous-titres parce que c'était un terme assez important, où il ne fallait pas se tromper? Non, c'est pas arrivé, on n'a pas eu à se mettre d'accord. On est en général sur les termes de l'or, c'est des choses qui sont établies depuis quand même assez longtemps, depuis la saison 1, depuis 2005. Pour les termes qui n'étaient pas traduits, donc on va dire des termes de la série classique, on est un peu aussi mené par le lore qui s'est créé dans le fandom, en fait. Même si on n'y adhère pas à 100%, parfois on a des choix qui sont dictés par le texte. Mais je prends l'exemple du Toymaker, par exemple, qui a été un sujet de discussion pendant pas mal de temps quand j'écrivais les spéciaux. Mais on a choisi de rester sur le fabricant de jouets, qui était le terme reçu depuis très longtemps et qui était le plus emblématique. Mais on est passé par plein de choses, le roi du jeu, le maître du jeu, parce qu'il n'y a pas simplement les jouets, c'est les jeux au sens large. Après en avoir discuté avec le client, avec David, on s'est rendu compte que le terme de fabricant de jouets est très important. Et donc dans ce cas-là, ouais, effectivement, on s'est mis d'accord et on a tous mis pareil, et en plus c'était le titre de l'épisode, donc c'était un petit peu difficile de passer à côté. Je t'en aurais voulu si t'avais mis le roi du jeu.
failli m'en vouloir beaucoup parce que je me suis battu pour... je me suis battu, c'était mon idée. Je me suis battu pour avoir le roi du jeu parce que je trouvais que c'est... En fait, je vais être honnête, j'ai pas cédé sur le fabricant de jouets, j'ai trouvé ça normal de rester sur ce terme-là parce qu'il est le plus reçu. Mais d'une certaine façon, je trouve quand même que le terme est un peu réducteur. Il joue avec les gens. Donc le sens du jeu est vraiment super important, mais on en a discuté. Ouais, je pense que ça a duré... Je pense qu'on a dû passer un mois à faire des échanges de mails. On est allé sur l'un, puis sur l'autre. On s'est dit, bon, on fait 2 possibilités, on enregistre les 2. Puis finalement, on a décidé, non, on va rester sur le fabricant de jouets. Maintenant, c'est le fabricant de jouets. C'est vrai qu'en plus, en question labiale, ça ne doit pas bien coller. Ça ne doit pas être évident, ça, de prévoir à l'avance comment ça va fonctionner. On est obligé, ouais, ça c'est une des choses qui me plaît le plus dans le métier, c'est de trouver le bon terme, le bon mot qui va à la fois retranscrire le sens, mais qui va être également juste en termes de synchro. Le fabricant de jouets, je vais être honnête, quand on a le Toymaker en fin de phrase, bon, bah, on est un petit peu battu. Mais quand c'est au milieu d'une phrase, on met fabricant sur Toymaker et puis on fait déborder le 2 jouets sur le reste de la phrase et puis ça passe crème. Le but pour nous, c'est d'être un peu des prestidigitateurs. On essaye de faire semblant que les personnes parlent français et donc on ajuste notre texte pour que ça colle. Donc le mot ne va pas forcément tomber pile exactement comme dans la VO, mais l'idée c'est que le sens y soit et qu'on respecte la synchro. On trouve toujours une façon de s'en sortir. Ça fait combien de temps que tu fais ce métier? Ça fera 20 ans en septembre. Et ça fait combien de temps que tu travailles sur Doctor Who? Ça fait 15 ans. Ça remonte? Ouais, ça remonte, ouais. C'était même un peu plus. Parce que mon premier épisode de Doctor Who, c'était Next Doctor, donc dans les spéciaux de la saison 4 avec David Tennant. La 5 est ma première vraie saison. Alors, mon premier docteur que j'ai suivi dès le départ. Donc l'arrivée d'un nouveau showrunner, c'est un peu... On efface un peu l'ardoise, pas trop, on laisse des choses quand même. Mais arriver à ce moment-là, c'était une bonne chose pour moi. Et encore plus sur le Next Doctor, qui est un peu... j'ai trouvé un épisode qui... Comment dire, résume bien le personnage du docteur, qui creuse dans l'histoire du docteur avec... on voit tous les docteurs apparaître. Tennant le montre à David Morrissey. Moi, ça m'a aidé parce que ça m'a forcé à faire beaucoup de recherches, vu qu'il fait énormément de références aux anciens épisodes, Blink et d'autres. Et donc ça m'a vraiment obligé à aller creuser, à m'intéresser au docteur, et ça m'a permis d'avoir une bonne approche du personnage, de l'univers de la série. Donc tu as découvert Doctor Who au moment où on t'a donné ce travail sur The Next Doctor, du coup? Je croyais avoir découvert Doctor Who avec The Next Doctor, et en fait je me trompais. Et grâce à vous deux, grâce à votre vidéo sur les épisodes classiques qui avaient été diffusés dans le Club d'eau et Temps X, j'ai découvert que quand j'étais enfant, j'avais vu Doctor Who. J'avais complètement oublié. Mais ma vraie première expérience avec Doctor Who, ouais, c'était le Next Doctor. Mon premier docteur a été David Tennant. Et est-ce que tu regardes en tant que spectateur ou est-ce que tu as uniquement un regard professionnel sur Doctor Who? J'ai les deux. Il m'arrive qu'on m'appelle pour des projets qui me tiennent à cœur tout de suite. Je sais que j'ai envie de les faire et parfois j'ai même contacté les clients en espérant pouvoir travailler dessus. Là, Doctor Who, on m'a appelé, je ne regardais pas, je connaissais parce que je suis fan de SF et en général. Et Doctor Who, même si on ne regarde pas, on sait que ça existe, c'est quelque chose qui est là depuis tellement longtemps. J'ai commencé à découvrir Doctor Who avec Next Doctor et en fait j'ai plongé dedans en tant que fan et en tant que téléspectateur en même temps. J'ai toujours hâte d'avoir la suite. J'attends toujours les saisons avec impatience, découvrir ce qui va se passer. Et dans un deuxième temps, j'ai le regard de l'adaptateur. Et c'est un peu difficile à concilier parfois. Parce que des événements, des choses qui se disent, où je dis, oh, c'est génial. Et puis l'espace d'un instant après, je me dis, mon Dieu, comment je vais me sortir de ça? Parce qu'on sait que le personnage du docteur parle beaucoup. Il aime parler, il aime faire des effets de manche. Et il y a des moments, il nous mène la vie dure. Il faut être très honnête. Je vais revenir un petit peu sur le terme d'adaptateur. Oui. Parce que généralement, on entend plus le terme de traducteur. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que adaptateur, c'est une partie du travail de traducteur? Où est-ce que ça se situe exactement? L'adaptateur est un traducteur, le traducteur n'est pas forcément un adaptateur. À la base, on est traducteur. On va dire que c'est un chapeau qui regroupe beaucoup de disciplines et de métiers de la traduction, mais chacun a ses particularités. L'adaptateur est un traducteur, mais son rôle est de à la fois traduire le texte et le sens, et l'adapter, donc à la fois pour le doublage,
à la synchro labiale, et aussi l'adapter à la culture et au pays pour lequel la traduction est destinée, l'adaptation. Donc ça implique de respecter le texte original, mais en le rendant compréhensible et tout de suite recevable par le public. On a parfois des situations où on a des références qui sont extrêmement, alors je prends l'exemple uniquement de Doctor Who, mais ça fonctionne pour n'importe quel programme, des références extrêmement britanniques. Et on se pose la question, est-ce qu'on doit les garder, est-ce qu'on doit les enlever? Alors parfois c'est obligatoire, on va prendre l'épisode de Noël de Church on Ruby Road avec Davina McCall. Bon bah, il y a référence à Davina McCall, mais elle est dans l'épisode, donc on est obligé de parler d'elle, même si les téléspectateurs français ne la connaissent pas. Bon, ils comprennent que c'est une personnalité de la télé, elle est dans le générique sous son nom, donc ça marche. Mais d'autres fois, on a des références qui sont extrêmement britannico-britanniques, et on doit se poser la question, est-ce qu'on les garde ou est-ce qu'on fait un pas de côté, soit en explicitant, en prenant un sens plus large. Si c'est une référence qui est censée donner un petit jeu de mots ou un bon mot, on va dire, revenir à l'origine de ça et partir sur un sens plus général, ou alors est-ce qu'on va trouver un équivalent? Et c'est ça le travail de l'adaptateur. Donc l'adaptateur est avant tout un traducteur. D'un autre côté, c'est aussi ce que font les traducteurs littéraires pour les romans. Il y a certaines références, soit on les garde et parfois il y a une note de bas de page, soit on les adapte. Nous, la note de bas de page, on ne peut pas. Ça n'existe pas, en fait. Donc, on ne peut pas mettre une petite note en bas de l'écran. Quoique, parfois, ça arrive sur la VF de justement aller faire une précision en disant chez les Britanniques ou ce genre de choses. Oui. Ça arrive parfois. On fait des pirouettes comme ça de temps en temps. Je l'ai utilisé avec la Dame de Glace, quand il y a le fameux moment où Clara dit « Pond ». Et le docteur, plus tard, voit la mare devant la maison. Bassin. Pond en anglais. Bravo, Clara. Effectivement, j'ai profité qu'il était filmé de loin, de dos, on ne voyait pas sa bouche. Pond, évidemment, en anglais, c'est le bassin, la mare. Et le problème, c'est que je ne pouvais pas l'esquiver, parce que Pond à cause de Amy et Pond à cause du bassin. Et donc, dans ces cas-là, on est un petit peu obligé on triche, on va dire. On surexplique, parce qu'on est obligé de le faire. C'est toi qui as fait l'adaptation de Joy to the World, je crois. Et il y a un cas comme ça où tu as été un peu obligé de garder Guy Fawkes. Oui, j'ai pas eu le choix. Oh, je suis sûr qu'il aurait adoré ça. Qui? Guy. Qui c'est, Guy? Guy Fawkes. Oh. Le gars qui a voulu faire sauter le Parlement. Si on tire des feux d'artifice, c'est pour lui. Oui, parce qu'avec le contexte difficile à adapter en France. C'est très difficile. Et alors là, pour le coup, je trouvais ça dommage de le perdre. J'ai même pas essayé de l'esquiver. Je l'ai gardé. Pour deux raisons. La première, c'est quelque chose qui est vraiment intégral à la culture britannique. C'est un moment important dans l'année, qui est un moment de fête là-bas, et je trouvais dommage de le perdre. Et autre chose, malgré tout, le personnage de Guy Fawkes est un peu connu, surtout depuis V pour Vendetta, où on a le masque de Guy Fawkes avec la référence au Gunpowder Plot. Et donc je me suis dit, normalement, ça le fait. Et sinon, c'est typiquement le genre de phrase, le docteur se fait mousser un peu en disant qu'il a rencontré un personnage historique. Et donc ça, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut garder. C'est la même chose que quand il est dans le vaisseau des Gobelins et qu'il dit qu'il a passé un été avec Houdini. C'est drôle, mais moi, ça me fait rire et j'ai pas envie de les enlever, en fait, ces références-là. Et puis celle-là valait mieux pas parce qu'en plus, c'est une référence à d'autres docteurs qui ont déjà fait la même blague. Donc ça doit être compliqué, ça, de gérer, parce que tu peux pas te souvenir de toutes les références, même en étant spectateur, en ayant vu les épisodes. Tu peux pas c'est pour ça qu'on potasse. Je potasse beaucoup, je reviens, j'épluche les wikis, les bouquins, j'ai des bouquins de références que j'ai achetés. J'ai de fait tous les DVD. Alors j'ai pas tous les classiques, j'ai tout New Who. On va dire que le net est quand même bien fourni, il regorge de beaucoup d'informations. Et on a la chance sur la série d'avoir un consultant, Maxime Rixon, qui nous aide énormément pour ce genre de choses. Quand on a un doute, on peut lui envoyer un petit message en lui disant « il y a quelque chose, je sens que c'est important ». Et il nous aide beaucoup, il est extrêmement précieux pour, on va dire, débroussailler. Et souvent, je discute avec lui, même avant d'attaquer l'adaptation, quand je reçois les éléments, pour commencer à préparer le terrain.
On avait fait l'année dernière une interview avec David Macaluso, oui. donc le directeur artistique de Doctor Who. Et c'est vrai qu'il nous avait parlé de Maxime Ristron, qui était assez essentiel justement pour éviter les boulettes. Tout à fait. Vous avez tous les deux ce contact via Maxime Ristron. Est-ce que vous avez des contacts tous les deux ensemble? Est-ce que vous avez d'autres personnes un peu passerelles entre vous? Alors, il n'y a pas de passerelle entre nous. Moi, je suis en contact direct avec David. Je le consulte dès que j'ai des situations qui peuvent être un peu problématiques en plateau. On va dire par rapport à ses comédiens, s'il a besoin de quelque chose en particulier sur une scène un peu compliquée. Je vais donner un exemple simple de la saison dernière, le maestro. Le personnage du maestro, on a énormément échangé sur ce personnage parce que j'avais besoin de savoir si le comédien qui allait le doubler chantait, si on allait doubler les chansons, ce qui n'était pas le cas à l'origine. Normalement, on ne devait pas doubler les chansons. On a justifié que c'était complètement une partie importante de l'intrigue. Donc on a fini par le faire. Daddy était méchant, Daddy jouait les durs, qu'il était méprisant, il fallait plus que ça dure. Et on a discuté aussi sur la façon dont le maestro allait parler, sur l'usage, l'importance du langage inclusif pour ce personnage. Et on a beaucoup échangé là-dessus. On a beaucoup échangé aussi sur le final. Là, pour le coup, pas tant pour des problèmes de jeu ou d'adaptation, mais qu'on était sur un planning très serré sur la fin de saison. Et où il avait besoin, lui, d'informations. Il me demandait au niveau de l'organisation. Donc oui, on est en contact. On est en contact direct. Il m'arrive de temps en temps de me rendre à Bruxelles pour assister au plateau. Dès mon premier épisode, en fait, j'ai pris contact avec lui. Je sentais que j'arrivais sur une série avec du bagage. Et j'avais besoin de lui, en fait. J'avais besoin qu'il me guide aussi un petit peu. Et on a gardé le contact depuis, en fait. Est-ce que tu as travaillé sur toutes les saisons depuis ces 15 ans où tu travailles avec David sur la VF ou... Non, à mon grand dam. J'ai fait donc les spéciaux de la saison 4. Enfin, les spéciaux. J'ai fait Next Doctor et les 2 parties d'End of Time. Et ensuite, j'ai fait saison 5, saison 6, saison 7, saison 8. Et après, pour des raisons de planning, je ne pouvais pas faire la saison 9. Une incompréhension avec la chargée de prod de l'époque qui a pensé que j'étais plus du tout disponible, que je voulais plus faire la série en fait. Je pense que c'est ce qu'elle a compris. Et elle a cessé de m'appeler. Je n'ai fait ni les saisons donc 9, 10 avec Capaldi, 11, 12, 13 c'était Jodie. Je les ai pas faites non plus. Si on m'a rappelé pour Flux, parce qu'il y a eu un changement, je pense que David en avait parlé, il y avait eu un changement de studio et il m'avait rappelé moi, j'étais pas disponible à l'époque, mais j'ai mon épouse qui est également adaptatrice qui a écrit certains épisodes de Flux. Comme elle connaissait bien la série, je m'étais permis de dire moi je peux pas, mais je connais quelqu'un qui a une bonne connaissance de la série comme moi. Donc elle a fait quelques épisodes de Flux. La série partait donc sur Disney+, et Disney a refait appel à moi. Et Olivier et Rodolphe qui étaient déjà là, qui avaient continué eux, entre-temps. Ça fait 15 ans, mais avec un gros hiatus au milieu. Et à mon grand dam, comme je disais, parce que j'aime beaucoup toute la fin de la période Capaldi, et j'aime beaucoup la période Whittaker. N'en déplaise à certains qui n'aiment pas la période Chibnall, moi je l'aime beaucoup. Tu parlais du changement Disney+. Comment ça se passe comme ça, ce changement de diffuseur? Parce que déjà, il y avait eu France 4, après il y a eu Énergie 12, comme tu disais, avec Flux, après il y a eu Disney+. Est-ce que c'est relativement différent, les manières de s'organiser avec les nouveaux diffuseurs? Chaque client a sa façon de fonctionner, mais c'est une façon de fonctionner interne. C'est-à-dire comment on organise le planning, comment on rend les éléments, on a des bibles et des documents, des résumés, ce genre de choses. Chaque client a sa façon de faire. Mais sinon, le cœur de notre travail, il ne change pas. Peut-être que sur certaines phrases, ils vont dire bon, on peut peut-être partir plus sur cette direction-là ou cette direction-là, mais les clients ont toujours un regard sur notre texte. Et parfois nous disent on préférerait telle phrase ou telle formulation, mais ce n'est pas propre à un client ou à un autre. On est sur Disney+, au lieu d'être sur Énergie 12 ou sur France 4. Donc cette année, ça s'est encore bien passé pour la saison 2. Oui, non, impeccable, ça se passe bien. Et je ne sais même pas si j'ai commencé. Tu ne sais pas si tu as commencé? Non, j'ai un trou de mémoire. Ah d'accord. C'est fini d'être écrit? J'en sais rien. Tu sais pas? Je sais pas. Le doublage n'a pas commencé non plus, ok. Je sais pas, je ne sais pas. La vidéo sortira alors que la saison a déjà commencé la diffusion, t'es sûr que... Non, c'est délicat. J'aimerais beaucoup en dire plus, mais j'ai pas le droit en fait. David a dit la même chose. On est tenu par des clauses de confidentialité. Je peux pas dire ce que j'ai vu, ce que j'ai fait,
ce que je vais faire, ce que j'ai peut-être fait ou peut-être pas fait. Ce serait un plaisir de vous donner des informations, mais ce serait... En même temps, je pense que ce serait gâcher le plaisir de la découverte aussi. J'ai beaucoup aimé la saison 1, avec tous les défauts qu'elle a, parce que je trouve qu'elle ressemble beaucoup à son showrunner, qui a énormément de défauts, même si on l'aime beaucoup. C'est un bon résumé de Russell T. Davies. Tout à fait. Je pense que j'ai rarement vu un personnage aussi clivant, mais qui... malgré tout, donne l'impression d'avoir envie de bien... Il veut toujours bien faire, il veut faire le mieux, autant pour lui que pour les autres. La saison, je trouve qu'elle était aussi à l'image de Ncuti, du docteur de Ncuti. Il part dans tous les sens, il est vraiment un peu foutraque, et ça se ressent un peu dans la saison 1. Enfin, je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, mais c'est la sensation que j'ai eue. Il est un peu insaisissable. Et parfois, est-ce que tu n'as pas des blocages sur quelque chose où tu sens que tu es censé avoir la référence pour plus tard et que pour autant, pour le moment, tu ne l'as pas? Comment est-ce que tu fais pour traduire les indices pour le final, par exemple? Alors j'ai pas eu ça, mais j'ai eu pire. Ah. J'ai eu pire. Mon premier gros mal de crâne à cause de Doctor Who, c'était la saison 5, saison 5-6, avec les silences. Ah. Parce que je me suis retrouvé à écrire donc Eleventh Hour, Le prisonnier zéro, avec Olivia Colman qui apparaît à la fin de l'épisode et qui dit « Silence will fall ». Écrit « Silence », silence, tout bête, que j'ai traduit, si ma mémoire ne me trahit pas, par un silence pesant va s'abattre ou s'abattra, quelque chose comme ça. La Pandorica va s'ouvrir, un silence pesant régnera. Qui a été dicté par la synchro et puis le sens. Et puis ça s'est passé, et puis voilà, puis j'arrive saison 6, et j'écris le double L'impossible astronaute. Tu te souviens tout à l'heure, je disais, entre le fan qui regarde et l'adaptateur qui derrière, le cerveau de l'adaptateur qui se met en route derrière et qui découvre les silences, et que tu vois les bébêtes et que tu te rends compte que c'est un jeu de mots et que ça va pas du tout matcher. Donc tu restes en PLS dans un coin pendant une petite demi-heure et puis ensuite tu te dis comment je vais m'en sortir. C'est une des fois où j'ai contacté David en disant on est un peu mal barré avec cette histoire et on a décidé de simplement garder silence et de le transformer en nom d'une race extraterrestre et que c'est pas le silence mais les silences. Et on s'est retrouvé à devoir faire un peu des contorsions. On avait déjà essayé de comprendre pourquoi il sortait un morceau du TARDIS qui avait explosé de la faille de la saison 5. On ne comprenait pas. Et donc on avait essayé de contacter la production BBC. On avait tenté tout ce qu'on pouvait par Dubbing, qui est donc notre client. J'ai contacté, je crois que c'est Tom Spilberry, le rédac-chef du Doctor Who Magazine, en me disant peut-être qu'il va pouvoir. Il me dit bah non, je ne peux pas faire grand-chose. J'ai tout essayé pour essayer de comprendre, de découvrir le pourquoi du comment, en disant soyez sympas les copains, on veut rendre justice à ce que vous avez fait et puis pas aller dans le mur. J'ai trouvé porte close, donc on a été obligé de faire comme on pouvait. C'est le genre de situation où on a des grosses sueurs froides et on se dit j'ai pas intérêt à me planter. J'étais déjà méfiant avec Doctor Who, mais Doctor Who m'a rendu encore plus méfiant, et aussi sur tous les autres programmes sur lesquels je travaille. Dès que je vois une phrase un peu sibylline ou quelque chose, je me dis oh là là, qu'est-ce que ça va être. Donc quand j'ai la possibilité, ça arrive sur certaines séries, d'avoir tous les épisodes, je ne me contente pas de regarder les épisodes que je dois adapter en premier, je regarde tout en fait. Mais il faut savoir qu'on n'a pas toujours tout. À l'époque, sur la saison 5, le fameux Silence, on se disait peut-être qu'on va avoir une explication plus tard, mais on avait les épisodes au compte-gouttes. Puis même on est arrivé au bout de la saison, on s'est rendu compte, non, il n'y avait rien. Et ouais, c'est un peu une angoisse. Ce genre de truc. Et on a peur de se tromper. Moi, c'est le truc qui me fait le plus peur. J'ai peur de me tromper. Même la moindre petite erreur de traduction, un terme qui est exact, en fait. Il va être exact par rapport à la VO, mais c'est pas tout à fait le sens. Quand je revois par la suite, je me dis « Ah non, j'ai laissé passer ça. » Et ça me bouffe. Ça me bouffe vraiment. T'as en tête comme ça une erreur, on va dire, entre guillemets, que vraiment tu regrettes? Ah oui, j'en ai une. Ouais. J'en ai une qui a été semi-corrigée. C'est pas sur Doctor Who, c'est sur une autre série. C'est sur la série The Last of Us, où je me suis gouré sur la date de début de l'épidémie de Cordyceps. Ah oui, d'accord. Je me suis gouré. Et je m'en suis rendu compte à la diffusion. Trop tard. Trop tard. Donc, mais j'ai quand même contacté le client, le labo qui a fait la correction, qui a renvoyé la correction à Warner. Et à l'époque, c'était diffusé sur Prime Video. Ah, donc ils ont pu modifier l'épisode. En fait, ça n'a pas été modifié sur Prime Video, mais si vous regardez sur Max aujourd'hui, c'est corrigé.
mais c'est pas corrigé sur les DVD. Et ça c'est le truc, c'est une épine plantée ici et qui va pas s'en aller de sitôt. Et je m'en veux à mort, mais vraiment, parce que c'est un truc tellement important, et je ne sais pas pourquoi, mais c'est typiquement le genre de truc sur lesquels on peut se tromper facilement, c'est les chiffres et les dates, où le cerveau fait des switches, et en relisant, on se dit, mais pourquoi j'ai mis ça? Et ça m'est arrivé même tout à l'heure, sur une phrase que j'écrivais, le personnage dit « half a century », donc 50 ans, la tête dans le guidon, j'écris un quart de siècle. Et je relis ma phrase, je dis, mais c'est pas du tout ça. Mais juste mon cerveau a dit, non, t'inquiète pas. Half a century, c'est 25 ans, pas de problème. Mais ça arrive. Dans ces cas-là, on n'a plus que nos yeux pour pleurer, sauf si on peut faire la correction. Tu sais si les fans te sont un peu tombés dessus pour ça ou... Je m'en suis rendu compte en visionnant l'épisode, et quand j'ai vu après que des gens avaient relevé sur Twitter, mais quelqu'un a été... Il y a quelqu'un qui a eu une phrase absolument adorable en disant « Non, mais la VF, elle est top, c'est vraiment dommage, mais c'est pas grave. » Et je fais « Toi, je t'aime beaucoup, je ne sais pas qui tu es, mais merci, parce que je suais à grosses gouttes à ce moment-là, j'étais vraiment pas bien. Maintenant, je vérifie 4 fois les dates et les chiffres quand j'adapte. Mais c'est vraiment, c'est la plus grosse bêtise que j'ai laissé passer. A contrario, est-ce qu'il y a une traduction dont tu es particulièrement fier sur Doctor Who ou autre chose? Vraiment, tu dis ça, c'est mon chef-d'œuvre. Je ne serais pas aussi imbu de moi-même de dire mon chef-d'œuvre, je ne me permettrai pas. Il y a des choses dont je suis content, dont j'ai réussi à me dépatouiller. Un épisode de la série Elementary avec Johnny Lee Miller et Lucy Liu, donc une des relectures de Sherlock Holmes. Il y a toujours, avant le générique, le petit moment où ils sont chez eux, ils discutent, un truc un peu quotidien. Et on voit Sherlock Holmes qui est en train de s'entraîner à reproduire un accent nord-irlandais. En fait, un ami comédien à lui a donné des enregistrements, il doit travailler l'accent, parce qu'on le sait, Sherlock Holmes aime se déguiser, prendre d'autres identités. Il est avec son dictaphone et il est en train de répéter des vers de poésie de Thomas Moore, donc le poète irlandais, avec l'accent de la région de Derry, en Irlande du Nord, et avec des tongue twisters en plus, et tout ce genre de petites joyeusetés. Et donc je me retrouve à devoir adapter ça. Je ne peux pas garder l'accent, vu que l'accent disparaît en VF. J'ai l'adaptation d'un poème, ce qui n'est pas toujours évident, parce que s'il a été traduit, est-ce qu'il est dans le domaine public, est-ce qu'on peut le reprendre? On essaye d'éviter en général, mais il faut quand même le traduire, avoir un poème qui rime. Ce temps perdu à compter fleurettes, à mirer et partir en quête de la lumière diaphane dans les yeux des femmes fut, de mon cœur, la défaite. Ces cyprès sont si loin qu'on ne sait s'ils s'en sont. Ces cyprès sont si loin qu'on ne sait s'ils s'en sont. La scène fait 2 minutes, elle m'a pris une journée. Donc je me suis retrouvé à trouver une pirouette où j'ai dû lui faire dire qu'il travaillait, c'était le travail de technique théâtrale, donc la scansion, la façon de la cadence, ce genre de choses, vu que son camarade est comédien. J'ai adapté le poème et j'ai dû trouver un virelangue français qui correspondait en synchro à celui de l'anglais, mais pas dans le sens, parce que c'était une expression, quelque chose qui est vraiment typique irlandais, et qui n'avait pas de sens si je le traduisais littéralement. Donc je me suis retrouvé à devoir essayer de faire fonctionner cette scène. J'ai fini par y arriver, mais ça a été tout un truc. En fait, j'ai pas réécrit la scène, mais j'ai dû la reconstruire pour qu'elle tienne debout. Parce que si je la traduisais littéralement, ça ne marchait absolument pas. Et j'avoue, celle-ci, j'en étais assez content. Mais où est-ce que tu as développé ces compétences de réussir à caler la synchro, de faire de l'adaptation, tout simplement? Qu'est-ce que tu fais comme étude pour devenir adaptateur, par exemple? Alors, le cursus, il est assez classique. J'ai fait un cursus d'anglais à la fac, de la première année jusqu'à la maîtrise, en fait, à l'époque, parce que je suis vieux. C'était première année, deuxième année, licence maîtrise. J'ai fait mes 4 ans d'anglais, donc de LLCE, langue et civilisation. Je voulais faire de la traduction et je me suis renseigné sur les différentes formations qui existaient. J'ai découvert qu'il y avait des formations pour l'adaptation audiovisuelle. Et j'ai fait donc un bac+5 à Lille. Il y a une formation d'adaptation cinématographique. J'ai appris les techniques. On nous a expliqué
la bande rythmo, les signes de synchro, les labiales, les semi-labiales, ce genre de choses, comment poser le texte. Puis une fois que j'ai terminé mon année, j'ai commencé à chercher du travail et puis j'ai fait post-formation sur le tas où en fait on nous donne les outils mais on apprend vraiment à s'en servir une fois qu'on a une bande sous les yeux et qu'on commence à écrire. Je ne sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui mais je sais qu'à l'époque ça l'était, on commence sur les soaps. Mon premier épisode de doublage c'était Des jours et des vies, puis ensuite je suis passé sur Les Feux de l'amour, j'ai fait ça pendant 2 ans et demi et puis j'ai décroché d'autres séries par la suite. Une de mes premières séries était d'ailleurs une série britannique, Silent Witness. J'ai pas envie de dire qu'il n'y a qu'une seule façon de faire, c'est-à-dire que c'est pas il y a une telle phrase, on va mettre telle phrase dessus. Ça fonctionne pas du tout comme ça. On a pour toutes les situations un éventail de phrases et de possibilités qu'on essaye d'ajuster. Moi, je vois ça comme un grand jeu de puzzle, en fait, où on essaie de trouver les bonnes pièces qui s'assemblent bien et qui donnent un bon résultat. On fait des gammes sans arrêt. C'est un peu comme la musique. Un musicien, il va faire ses gammes, il va s'entraîner, il va répéter inlassablement tout le temps. Et en fait, en doublage, c'est la même chose. C'est ça qui nous aide, en fait. C'est vraiment, je trouve vraiment que c'est vraiment comme un musicien. On travaille les gammes et on reprend sans arrêt. Et des fois, on va trouver une phrase, ah mais j'avais jamais pensé à ça. Ou la situation va nous le dicter. On se nourrit énormément du jeu des acteurs, des situations, des gestes qu'ils vont faire, des expressions de leur visage, de leur regard. Et c'est ça qui nourrit le texte. Quelqu'un qui va faire un geste à droite va peut-être me faire dire vous avez vu ça ou par là, alors que c'est pas en VO, mais ça va donner un côté plus vivant au texte. Mais donc du coup, tu travailles avec déjà l'épisode terminé, ou alors c'est des épisodes en cours? Parce que du coup, tu ne travailles pas qu'avec le texte, tu as aussi l'image pour pouvoir te guider. Tout à fait. Oui. Complètement. On ne peut pas travailler sans l'image. Oui. Faire du doublage sans image, c'est pas possible. Notre but est d'être synchro au niveau labial. Oui. On ne peut pas travailler sans l'image. Idéalement, il faudrait travailler sur des produits finis. Sauf que la chaîne de production aujourd'hui a un peu changé avec l'arrivée des plateformes. On est toujours plus serré au niveau des plannings. Donc il arrive de plus en plus qu'on travaille sur des versions qu'on appelle préliminaires ou locked, qui sont des versions non finies des épisodes, mais le montage est quasiment définitif. Mais il va manquer peut-être certaines incrustations, des effets spéciaux, ou peut-être des plans de coupe qui n'ont pas été terminés parce qu'il y a une raison X, Y ou Z de production. On fait une première adaptation sur cette version-là, et ensuite on fait ce qu'on appelle une conformation. Quand on travaille sur l'adaptation, on a d'abord quelqu'un qui passe sur l'épisode qui s'appelle un détecteur, qui va faire la détection du texte VO sur la bande. Donc vous voyez la bande rythmo qui ressemble à une bande 35 mm. Cette personne écrit le texte anglais avec des signes de synchro pour nous dire les bouches fermées, les bouches ouvertes, les semi-labiales, donc les feux, les vœux. Et ça, ce sont les accroches sur lesquelles on va poser notre texte, qui vont nous permettre de poser notre texte en synchro. Mais donc on a le détecteur qui fait la détection, qui nous l'envoie, on écrit le texte dessus. Si c'est enregistré sur prélim, c'est enregistré comme ça. Et ensuite, il y a une conformation. La conformation, il repasse avec notre bande, avec la vidéo finale. Et s'il y a des différences de montage, il va décaler. Il va rajouter, on va dire, ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire qu'on coupait des bouts de bande qu'on rajoutait au milieu pour rallonger s'il y avait 2 secondes de plus ou même quelques images de plus. Il ou elle va rajouter les phrases qui ont pu être rajoutées au montage final. Et donc, il nous renvoie le texte, il nous renvoie la bande, et on repasse dessus, on revérifie l'adaptation en faisant les modifications sur les phrases qui ont été changées, ou en rajoutant les phrases qui ont été ajoutées, pour qu'il y ait un réenregistrement, il y ait donc la confo qui soit faite pour avoir le résultat final. Alors, on va se rapprocher de la fin de cet entretien, mais j'ai une petite question à te poser. Quel est l'épisode sur lequel tu as préféré travailler dans Doctor Who? Un qui est vraiment cher à ton cœur? Je les aime tous en fait. Chaque épisode que j'écris, c'est mon bébé. J'aime tous les épisodes que j'ai pu écrire, quels que soient les programmes, même les séries où j'étais un peu moins dedans ou quoi, j'essaye toujours de trouver un truc qui me plaît dedans. Mais dans Doctor Who, un épisode qui est particulièrement cher à mon cœur, ouais, j'en ai plusieurs, je dirais que j'ai un top 5. Mais sans le classer, on va dire comme ça. Forcément Next Doctor parce que c'est le premier. Ensuite, il y a eu End of Time, parce que je me suis toujours pas remis de la fin de Tennant, même s'il est revenu entre-temps. Je veux pas m'en aller. Pas honte de le dire, j'ai honnêtement chialé en écrivant la scène de la régénération. J'étais vraiment pas bien. Il y a Le Prisonnier Zéro. Donc en fait, c'est amusant, c'est que c'est les 4 premiers épisodes, c'est les 4 premiers épisodes que j'ai écrits. Le Prisonnier Zéro, parce que c'est le premier avec Matt Smith, et il y a la scène avec l'Atraxie,
que j'ai vraiment aimé écrire, qui pour moi est une des meilleures scènes de la série. Elle présente tellement bien son docteur et le docteur de façon générale. Je suis le docteur. Pour faire court, fuyez. J'adore Robot des Bois. Il m'a profondément fait rire. Je me suis beaucoup amusé à écrire les scènes d'engueulade entre Robin des Bois et le docteur. J'ai trouvé ça extrêmement réjouissant. J'ai adoré écrire Toymaker. Et allez, j'en rajoute un 6e, Devil's Cord. Si tu m'en demandes un, je vais t'en dire un aujourd'hui, et si tu me demandes demain, je vais t'en dire un autre. Si je devais en choisir un, je dirais Le Prisonnier Zéro. C'est celui sur lequel je reviens sans arrêt. Et là, c'est le fan de Doctor Who qui parle. Je pense que c'est le meilleur épisode introductif d'un docteur. J'ai mon fils qui est, comme moi, fan, ma fille aussi. En fait, ils n'ont pas eu le choix. Ils ont dû découvrir la série. On leur a dit, on leur a pas demandé leur avis. On leur a dit, on va regarder ça. Et ils sont devenus fans comme nous. Et il a voulu faire découvrir Doctor Who à un de ses potes. Et je lui ai dit, je sais pas, tu vas lui montrer quel épisode? Et il m'a dit, Le Prisonnier Zéro. Et je me suis dit, si pour lui, pour découvrir Doctor Who, c'est cet épisode-là qu'il choisit, c'est que c'est pas par hasard. Tu sais que c'est l'épisode préféré de notre fille? Ah bon? Elle regarde tout le temps cet épisode. J'en suis ravi. Et en VF, du coup, évidemment. Donc c'est en partie grâce à toi. Ah, ça me fait plaisir. Ça me fait très très plaisir. En tout cas, merci beaucoup François Je t'en prie. pour avoir accepté de répondre à nos questions. Ouais. Parce que c'est vrai que ça ne doit pas forcément être quelque chose que tu fais tout le temps, de parler de ton travail et surtout sur Doctor Who. Non, mais c'est un plaisir. Je suis vraiment très content. Et de toute façon, vous le savez, je suis votre chaîne et votre travail aussi en tant que fan. Ça me fait toujours plaisir de parler de mon travail pour le faire découvrir. Et puis sur Doctor Who, elle fait partie de ces séries qui montrent à quel point le travail d'adaptation est pas si évident. Et on s'arrache bien les cheveux, comme vous voyez, il m'en reste plus beaucoup. Mais c'est un vrai plaisir et c'est vraiment fun, quoi. Et je vous remercie à vous aussi d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à aller voir notre vidéo avec David Macaluso, le directeur artistique, vu que les deux se complètent plutôt bien. Finalement, ce sont deux interviews pour essayer de comprendre comment fonctionne la VF. Donc, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à aller la voir. Et je vous dis à très vite sur Pepperpot. Et j'espère qu'on va passer une très belle saison 2 grâce à toi. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il va y avoir une saison 2. On est 3 à l'avoir adaptée, Olivier, Rodolphe et moi. Et voilà. J'en dirai pas plus. On aura essayé. À très Ils ont vite. essayé.